bienvenue sur Jambon Coquillette, un podcast Bubble Mag. Bienvenue sur Jambon Coquillette. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Aude Chabrier, 38 ans et maman de 2 garçons de 8 et 6 ans, Marin et Balthazar, avec qui j'ai cofondé le magazine parental Bubble Mag. De la triche, me direz-vous, et vous n'aurez pas tort. Mais Aude est également formatrice en communication bienveillante, Faber et Maslich, et c'est surtout pour cette raison que je trouvais intéressant de la questionner sur sa vie de famille. Bonjour Aude. Bonjour Anne-Laure. Merci d'avoir accepté mon invitation. Peux-tu nous dire en quoi consiste ce truc au nom un peu bizarre, Faber et Maslich ? Alors Faber et Maslich, c'est une approche de communication bienveillante. Donc ça se fonde sur les outils et les principes de la communication non violente de Marshall Rosenberg. Et ça a été développé par 2 Canadiennes dans les années 70-80. Donc concrètement, ce sont des ateliers qu'on fait entre parents. On est entre 6 et 12 parents. Il y a 7 ateliers où ensemble on découvre donc des outils, des habiletés comme ils appellent, c'est-à-dire des façons de voir son enfant autrement et des tournures de phrases qui permettent donc d'éduquer son enfant tout en le respectant et en respectant son intégrité d'être humain. De façon plus globale, en fait, les principes de la communication bienveillante, ça repose sur le fait de parler plutôt de soi, des émotions qu'on a, plutôt que de parler de l'autre. Il y a une petite expression qu'on dit « le tu », c'est-à-dire que parler de l'autre et le juger, ça a un peu un impact négatif, tandis que décrire une situation et parler de ses propres sentiments n'attaque pas l'intégrité de la personne en face. L'enjeu, il n'est pas du tout de ne pas poser de cadre. Bien au contraire, ne pas poser de cadre à un enfant, c'est autant de la maltraitance, si vous voulez, que de poser un cadre bien trop strict avec de la violence éducative ordinaire. Les enfants, ils ont besoin d'un cadre. Ils vont le chercher, de toute façon, ils vont le chercher un maximum. Parce que c'est dans ce cadre qu'ils vont se sentir en sécurité. Sans cadre, ils ne se sentiront pas en sécurité. Donc, l'autorité est importante. C'est juste une autre manière de l'exercer de manière beaucoup plus respectueuse de l'enfant. Et toi, est-ce que tu arrives toujours à appliquer ces techniques à la maison ? Je m'y efforce et je n'y arrive pas tous les jours. Non, absolument pas. Bien malheureusement. En fait, l'histoire, c'est que j'ai découvert ces outils au moment de la naissance de mon premier enfant. Et il s'avère que c'était assez idyllique les premières années de mon aîné, parce que j'avais ces outils, j'étais avec un enfant qui était visiblement assez calme, et donc il était tellement parfait que j'avais le sentiment que c'était grâce justement à la découverte de toute cette méthode. Et donc, pour être tout à fait transparente, j'avais l'impression que j'étais une mère absolument parfaite, et que mon enfant était parfait puisque je l'étais et que je l'élevais dans les bonnes conditions. Et d'ailleurs, quand à l'époque, j'animais des ateliers de Faber et Maslich, donc j'étais extrêmement convaincue de ce que je disais, puisque chez moi, ça fonctionnait bien. Et il est vrai que j'avais du mal à comprendre, même si, évidemment, j'étais dans l'accueil et qu'on essayait de trouver des solutions, dans ma tête, si j'étais vraiment honnête, j'avais un petit peu de mal à comprendre que ça ne fonctionnait pas chez les autres. Donc, je me disais, bon, bah voilà, elles arrivent peut-être pas aussi bien que moi, etc. Et puis peut-être que si on croit en Dieu, il y a quelqu'un là-haut qui s'est dit que ça allait peut-être pas trop, fallait que je redescende un peu sur terre. Et donc là, mon deuxième enfant est arrivé et ça a été tout à fait l'inverse. Et donc j'ai bien réalisé, donc ça a été tout à fait l'inverse. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que mon aîné et mon deuxième enfant était un enfant qui est arrivé pas avec les mêmes comportements que l'aîné, donc beaucoup plus difficile à gérer, et c'était plus compliqué de communiquer avec lui. Et aussi mon aîné, qui jusqu'à maintenant ne faisait aucune crise et était, comme moi j'aime bien le dire, parfait, en tout cas voilà, et il a changé aussi, puisque il a eu un petit frère et que ça a eu des conséquences sur son comportement. Donc je me suis retrouvée avec toujours ces outils, mais avec l'incapacité de les appliquer de la manière que je souhaitais, parce que donc ça voulait dire que je sortais de mes gonds assez régulièrement, que ça fonctionnait pas, que l'enfant ne dormait pas, que l'enfant faisait des Oui, parce crises, que que j'arrivais pas à les qu'est-ce qui a calmer. été compliqué avec Balthazar, justement ? Qu'est-ce qui était différent et compliqué ?
Hem, il y a eu 2 choses. Il y a eu la première qui était le sommeil, donc avec un enfant qui avait à la fois du mal à s'endormir et à être rassuré pour, l'endormissement, avec beaucoup de réveils nocturnes jusqu'à ses 4 ans. Heu dans la journée, un enfant, avec, heu, une hypersensibilité, en tout cas qui prend tout très à cœur. Donc la moindre contrariété peut dégénérer en, une crise de nerfs, quoi. Donc des cris, voilà. Une, difficulté plus importante, je pense, à rentrer dans le monde et à savoir se positionner dans le monde, voilà. Tout tout pa Mmh. tout lui paraissait, je pense compliqué, quoi. Et comment tu expliques ces difficultés? Qu'est-ce qui avait été différent dans ton éducation ou comment tu as cherché, j'imagine, à essayer de comprendre, pourquoi? Effectivement, j'ai essayé de comprendre, c'est-à-dire que j'avais le sentiment qu'avec, Faber et Maslich, puis tout un tas d'autres, approches, sur lesquelles j'avais pu lire, je pensais que j'avais tous les outils qui permettaient, effectivement d'accompagner, tous les enfants. Or, je me suis bien rendu compte que j'étais dans l'incapacité de pouvoir accueillir, bien, Balthazar, et donc effectivement, j'ai cherché. Et j'ai cherché à savoir, à comprendre pourquoi. Pourquoi ça? Comment faire pour mieux l'accompagner? Et il s'avère que donc je suis allée un peu tout azimut. Donc on est allé voir des kinésiologues, on est allé voir des psychothérapeutes, on a fait plusieurs choses. Cette enquête nous a mené à découvrir des choses assez intéressantes, notamment euh, que sa vie utérine et les choses qui se sont passées dans la vie utérine ont eu des impacts assez importants sur son insécurité, notamment concernant le sommeil. Par exemple, enfin concrètement, une kinésiologue avait m'a demandé s'il s'était passé quelque chose très concrètement au 6e mois de grossesse, parce que elle, ce qu'elle ressentait, c'était qu'il avait peur de s'endormir, car pour lui, la nuit pouvait impliquer la mort, et notamment ma mort à moi, plus que la sienne. En fait, qu'il était dans l'inquiétude de s'endormir, parce qu'il était dans l'inquiétude de la mort de sa mère. Donc elle m'a demandé, est-ce qu'à votre 6e mois de grossesse, il s'est passé quelque chose? Et moi, j'avais évidemment plus en tête ma grossesse, et au moment où elle me l'a dit, j'ai dit mais bien sûr, en fait, c'est grotesque de pas s'en être aperçu avant, mais au 6e mois de grossesse avec Balthazar, nous étions en Sicile, et une nuit, j'ai eu une crise d'asthme comme j'en ai jamais eu de ma vie, une crise d'asthme dans laquelle je prenais ma ventoline pour essayer de respirer, ça ne fonctionnait pas, c'était tellement énorme et j'arrivais tellement pas à respirer que on a fini à l'hôpital, aux urgences. J'ai été sous perfusion. Et voilà. C'était un énorme morceau, en fait. Et ça, Mmh. si je pense que toute seule, moi toute seule, j'aurais jamais fait le lien. J'aurais jamais fait le lien. Alors Mmh. que bon, maintenant que je te le dis, j'imagine que tu dis ah bah oui, bah en fait, c'est clair quoi. Voilà, j'avais jamais fait le lien. Donc il y a eu ça, donc il y a eu la verbalisation de ça pour Balthazar. Mais du coup, oui, c'est ça, c'est qu'une fois que tu as eu voilà, tu t'es rappelé cet épisode-là, comment ensuite tu as pu, aider Balthazar à dépasser cette peur? Alors sur ce sujet-là, parce qu'il y a eu d'autres étapes ensuite, mais sur cette étape-là qui a été découverte, il y a eu à la fois le fait de verbaliser et de lui dire que tout est OK et que maman va bien et que tout va bien. Il y a eu aussi le travail qui a été fait par la kinésiologue au moment de la séance, qui ont été Mmh. hyper impactants. Le soir même, il dormait à ce moment-là. Donc tu as vu un vrai effet sur le sommeil de Balthazar suite à cette Il y a séance? eu un vrai effet suite à cette séance. Donc il a dormi le soir même. Ça a duré 3 mois où il dormait hyper bien, donc ça, c'est quand il avait 2 ans ou 2 ans, voilà, 2 ans et demi. Hem et hem et par contre après, 3 mois plus tard, on a eu un incendie dans notre maison. Bref, il y a eu un petit choc encore qui a Ouais, remis, l'inquiétude, qui a remis l'inquiétude, et ce d'accord. qui a donc du coup, ce qui m'a forcée à continuer à chercher sur cette thématique du sommeil et aussi sur cette thématique, de comment accompagner son hypersensibilité, et on est Mmh. arrivé sur un deuxième petit trauma qui pouvait expliquer, son insécurité, qui est un trauma qui est arrivé, à son premier mois de naissance sur terre. Et qu'est-ce qui s'est passé, si c'est pas indiscret? Et ben, donc ça c'est pareil, c'était quelque chose que j'avais un peu mis, de côté, mais ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'il avait 1 mois,
il est tombé, je l'avais dans le lit pour l'allaiter, et je l'ai retrouvé le matin, il était par terre. Et donc, ça a été évidemment un traumatisme pour nous, ses parents. Ça l'a été certainement pour lui. Mais je pensais, en fait, moi, que vraiment, je pensais vraiment sincèrement que moi, je savais que je me sentais responsable de ça, mais j'avais pas l'impression de porter une culpabilité vraiment énorme, quoi. J'avais l'impression, ça y est, je vivais avec ça, quoi. Il y avait pas de souci. Mais il s'était rendormi par terre? Il s'était réendormi par terre. Je l'ai retrouvé. J'ai fini de l'allaiter vers 4h30, 5h du matin. Et je me réveille à 6h30, 7h. Je me souviens encore que j'ai tamponné ma poitrine pour essayer de sentir où il était et de ne pas le trouver. Donc l'angoisse totale. J'ai regardé partout autour de moi et j'ai trouvé par terre. Donc t'imagines. Et d'ailleurs, suite à cet épisode, toutes les nuits, vraiment toutes les nuits qui ont suivi cet épisode, je me réveillais en sursaut en tapant sur ma poitrine. Je me disais, mais il est où? Et en fait, en l'occurrence, il n'était plus jamais sur ma poitrine, puisqu'à partir de ce moment-là, je le mettais toujours dans son lit. Mais je me suis réveillée toutes les nuits après, tu vois, avec cette angoisse-là. Et pour autant, alors même que, tu vois, on se rend compte du trauma que ça peut être, puis voilà. En même temps, du trauma, j'imagine, mais en même temps, si tu vois ton enfant qui dort, qui a pas de lésions et cetera, tu peux imaginer que si ça se trouve, ça l'a pas plus marqué que ça. Enfin, peut-être que c'est ça aussi qui a fait que tu as pas. Ouais, puis surtout, puis qu'est-ce que tu fais? Bon, on l'a évidemment amené à l'hôpital dès le moment où on l'a vu par terre, ça c'est évident, le jour même. Il n'y a pas eu de séquelles, en tout cas physiques. Bon, après, en réalité, quand même, mon mari, quand on est rentré de l'hôpital, il est devenu tout blanc. On pensait qu'il faisait une crise cardiaque. Il a fait une énorme crise d'angoisse, en fait. On se rend compte. Donc, ce qui s'est passé, c'est que on a mis derrière nous ça, en disant bon, voilà, et on n'a pas forcément fait le lien avec cet épisode-là dont on n'était pas très fiers et la manière dont s'est structurée nos relations avec Balthazar et du coup ses angoisses potentielles. Et donc, au fur et à mesure des pérégrinations, des personnes avec qui on a pu discuter, quelqu'un a mis le doigt sur ça, a mis le doigt sur ce traumatisme, donc ce qui nous a permis de verbaliser à Balthazar et surtout ce qui m'a permis de me dire, ok, donc on va aller faire, on nous a conseillé d'aller faire de l'EMDR, donc qui est un système de mouvement oculaire qui permet d'effacer les traumatismes, en tout cas de mieux vivre avec, de digérer les traumatismes potentiels qui ont eu lieu dans ton passé pour pouvoir mieux vivre avec. On est allé à cette séance de EMDR et l'enjeu c'était donc de faire de l'EMDR sur Balthazar pour lui enlever ce traumatisme, ce que je pensais être ce traumatisme. Donc j'explique la situation à la thérapeute et elle me dit oui, alors en fait, ce qu'on va faire, c'est que Balthazar fera certainement la séance de MDR, mais avant, on va travailler ensemble, vous et moi, parce que c'est vous qui allez être avec Balthazar à la dernière séance, et il faut que vous, toutes les émotions liées à ce trauma aient déjà été digérées. Et moi, à ce moment-là, je lui dis, bah oui, enfin, vous inquiétez pas, voilà, j'ai pas de trauma, en fait, là-dessus. Tu vois, je savais que c'était compliqué, rationnellement, je savais, j'avais un peu honte de le raconter, mais je le racontais, mais je pensais vraiment que c'était avalé. Et moi, elle m'a dit, oui, mais quand même. Tu n'avais pas l'impression de porter une culpabilité? Bah, c'est drôle parce que d'un côté, avec Nicolas, je pense que notre perception de Balthazar, c'était il est fragile, il faut faire attention, etc. Mais je ne mettais pas ça sur le compte d'une culpabilité. Non, j'avais pas l'impression de porter une culpabilité. D'accord. Voilà. C'est très bizarre, hein, l'esprit humain, enfin la manière dont c'était fait. Donc je lui dis non, il n'y a pas de souci. Elle me dit si, on va quand même le faire. Et en fait, il a fallu effectivement 3 séances pour enlever. Mais c'était une montagne de culpabilité sur les épaules. J'ai pleuré comme j'ai jamais pleuré sur le truc. C'était terrible. Et il a fallu 3, voire même 4 séances pour que je sorte plus apaisée avec ça, que je puisse être voilà. Et en fait, et donc après on a fait le MDR, donc on a fait le MDR pour moi, pour Balthazar. Et quand tu dis que quand tu dis que tu as verbalisé avec Balthazar, comment ça s'est passé? Tu lui as expliqué ce qui s'était passé et comment il a réagi? Il y a eu 2 moments de verbalisation. Il y a eu le moment où moi je l'ai fait avant d'aller voir la thérapeute, et puis il y a eu le moment après avec la thérapeute. Et le moment où moi je l'ai fait avant la thérapeute, ça a été assez incroyable. Parce que je lui dis, tu sais, voilà, Balthazar, tu sais ce qui s'est passé. Donc je lui raconte l'histoire, une première fois.
Et il avait donc non, c'était l'année dernière, donc il avait 4 ans, ou il allait avoir 4 ans, 3 ans et demi, il allait avoir 4 ans. Et il me dit, à l'issue de l'histoire, il me dit, encore maman, raconte-moi encore. Donc je raconte une deuxième fois. Il me dit, encore maman. Donc il demande que je raconte une troisième fois. Je raconte une troisième fois. À la fin de la troisième fois, il va chercher son doudou, il me le met sur la poitrine et il me dit, encore maman, raconte-moi avec le doudou. Donc je raconte avec le doudou de façon un peu plus théâtralisée. Et donc il écoute tout ça et à la fin de l'histoire, il prend son doudou et il me dit, alors j'ai un peu des frissons d'y penser, et il me dit, tu sais maman, doudou il est fragile, il faut faire attention, il faut faire attention à doudou, il faut pas, et il me dit quelque chose comme, il faut pas lui arracher la peau. Incroyable, d'accord. Donc il me dit ça. Et donc c'est fort. complètement fou, c'est hyper fort. C'était bouleversant. Oui. Donc, mais je pense que ça l'a aidé. C'est une première étape déjà de voir qu'en fait, tu vois, il n'y avait pas de tabou, qu'on puisse en parler, qu'il verbalise, que du coup, peut-être, je sais pas, son souvenir ou son trauma, quelque chose, bah, il avait une réalité avec laquelle il pouvait parler avec sa mère, tu vois. Donc, il y a eu cette première étape. Puis, il y a eu l'étape avec la thérapeute qui s'est scindée en deux, qui s'est scindée en un. D'abord, le travail pour moi d'enlever cette grosse montagne de culpabilité, puis l'étape de, du coup, enlever à Balthazar la suite du trauma s'il y en avait. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où moi j'ai compris que j'avais cette montagne de culpabilité aussi, ça m'a permis déjà de me l'enlever, mais ça m'a permis aussi de conscientiser le déséquilibre dans la relation qui s'était installé entre nous, les parents, et Balthazar. Mmh. La représentation que tu avais de lui qui, en fait, impactait sa propre représentation de lui-même. Alors, il y a ça, effectivement. C'est intéressant parce que c'est pas forcément ça que j'avais en tête, mais oui, il y a ça. Il y a aussi, tout à fait, il doit avoir ça. Et il y a aussi le fait que on parlait de cadre tout à l'heure. Et je pense que, en fait, avec Nicolas, on n'arrivait pas à poser le cadre de la bonne manière avec Balthazar parce que on était toujours dans un oui, mais il faut faire attention, il est hyper sensible, hyper fragile, etc. Donc on n'arrivait pas à trouver la bonne manière, tu vois. Et en fait, lui, il ne cherchait que ça, parce que le fait justement de pas avoir le cadre de la bonne manière, et ben ça l'angoissait encore plus en fait, Ouais, donc c'était un cercle vicieux de vous étiez entrés dans un cercle, oui, sans fin. sans fin. Et ça, si tu veux, tu prends des habitudes de mettre en place ce cercle, donc c'est compliqué d'en sortir, mais quand tu comprends que ça a été généré par des choses et que tu as guéri ces choses-là, en fait, tu vois, tout petit à petit, ça prend un peu de temps, mais petit à petit, rentre dans l'ordre. Et surtout, ce qui rentre dans l'ordre, c'est que tu réalises que toi, maintenant, tu es beaucoup plus aligné. Quand tu dis aligné, qu'est-ce que ça veut dire aligné, être aligné? Être aligné, c'est aligner ses pensées, ses actions et ses paroles. Et moi j'ai envie de rajouter, et son cœur, quoi, ses émotions. Donc, par exemple, dans le cas précédent, si on reprend la situation avec Balthazar, quand je lui disais non à quelque chose, par exemple, et que forcément au début, ce non initiait chez lui un énervement, une crise, etc., et ben les noms qui suivaient, normalement, si tu veux, tu poses une règle, et c'est ce qu'on t'apprend aussi en communication bienveillante. Tu poses une règle, tu vas pas, une fois que tu as posé une règle, 3 minutes plus tard, dire autre chose. Tu vas pas céder, en fait. Si tu cèdes parce que non. Eh bien, nous, on cédait. Pourquoi? Parce qu'on se rendait compte que si le comportement de Balthazar, c'était une crise, etc., à un moment donné, bon, déjà, on était fatigués parce qu'on n'en pouvait plus des crises, voilà. Et aussi, on disait, mais on va, en fait, je caricature quand je dis ça parce que c'était pas aussi grotesque, mais il y avait un peu de oh ben voilà, s'il se met dans un état pareil, en fait si, j'ai un exemple extrêmement précis. Si tu veux, le soir, il n'arrive pas à s'endormir. Parfois, il fait le clown et il se met dans des situations dans lesquelles il rend la vie impossible à tout le monde. Et ben, à un moment donné, tu fais quoi? On s'est dit, bah en fait, la seule manière de faire, c'est, si tu veux, de l'enfermer dans sa chambre. Mais moi, quand tu me dis ça, enfermer dans la chambre, avant, avec justement toutes les lectures que j'ai pu avoir sur le cerveau de l'enfant, la communication bienveillante, c'était quelque chose qui était inenvisageable pour moi de faire ça. C'était une violence, c'était une forme de violence. Indescriptible. Donc déjà, j'avais cette idée-là. En plus, avec mon enfant que je voyais
comme étant particulièrement fragile, ça, je me disais, mais oh là là, ça va être d'autant pire pour lui. Et en plus, comme j'avais la culpabilité d'avoir déjà fait quelque chose de mauvais avec lui, je me disais, mais je vais pas en rajouter. Donc, je me retrouvais dans une situation dans laquelle j'avais pas. En fait, j'étais pas, si tu veux, j'étais pas alignée sur le fait de dire. Et bon, il a grandi aussi. C'est vrai que c'est pas quelque chose que tu fais quand il a 18 mois ou 2 ans. Donc, l'âge aidant, bah, maintenant à 4 ans, en fait, je lui dis, bah, en fait, très bien. Tu as envie de te mettre dans cet état-là? Je t'enferme dans ta chambre et tu reviendras quand tu es calme. Et là où je le disais avant potentiellement, mais en fait j'y croyais pas et que j'ai rouvrais la porte 2 secondes plus tard parce que ça me faisait trop mal au cœur, je me disais mais c'est pas possible, on est en train de détruire, et il le De savait le bien, il n'allait pas arrêter. traumatiser. Voilà. Ouais. À partir du moment où tu dis bah en fait c'est ça qui va se passer, mais la crise, elle dure à peu près 30 secondes parce qu'il sait qu'en fait tu vas pas céder Céder. et que tu es OK. Donc c'est un truc. Et en fait, ça le rassure, enfin, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est de pas céder, ça le rassure, alors que toi, tu penses que ça va le traumatiser. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, c'est trop drôle parce que pour la petite histoire, ce qui m'a permis aussi de comprendre, c'est la manière dont ça se passait chez d'autres personnes et notamment chez les grands-parents, évidemment. Et il y a eu une anecdote qui nous a complètement rassurés sur le fait que effectivement les crises, c'était juste une manière de nous tester, nous, en tant que parents. Mes parents vont garder les enfants. Balthazar commence à faire un petit peu une petite crise comme ça. Euh, et, euh, et, et sauf que mon père, qui a une autorité, qui a une belle et bonne autorité sur lui, euh, descend tout de suite. Et la crise s'arrête au bout de vraiment à peine 1 minute, quoi. Mhm. Et le lendemain, ma maman, au petit déjeuner, dit à Balthazar, mais pourquoi tu fais des crises comme ça pour dormir? Et lui, il regarde ma maman avec un petit sourire et dit, et encore, c'était qu'une toute petite crise. Machiavélique. Machiavélique. Donc en fait, voilà, là c'était sûr, on était certain, si tu veux, en entendant ça, De la que manipulation de la quotidienne. manipulation. Alors voilà. Bon alors manipulation, j'aime pas ce mot parce que on met des Oui, choses derrière qui sont pas ça, mais en tout cas de il tente. En tout cas, il tente, il tente. voilà, il tente. Et en fait, Ouais. si tu veux, jusqu'à il y a très peu de temps, nous, on n'était pas cap. Il tentait, il testait ses parents parce que ce dont il avait besoin, c'était de voir qu'il était avec des gens qui savaient ce qu'ils faisaient et qui étaient solides sur ses pensées et tout. Et nous, on n'était capable que de lui offrir, en fait, un doute permanent. Alors, je pense que le doute est sain. Et moi, je suis heureuse qu'on soit des gens qui essayons toujours de faire mieux et qui doutons et qui soyons dans l'empathie, dans la compréhension de l'autre. Mais en fait, c'était pas ça qu'il cherchait. Et tu vois, les choses étaient à l'envers. Donc, on n'avait pas, on n'avait pas les bagages. Enfin, c'est pas qu'on n'avait pas les bagages, mais qu'on n'était pas. L'histoire nous avait entraîné à voir les choses d'une manière qui n'était pas celle qu'il fallait, quoi. Et donc, euh, on a pu régler la situation qu'en étant aidé par des extérieurs. Moi, je crois vraiment qu'on n'aurait jamais réussi si on n'était pas allé chercher à droite à gauche de l'aide auprès à la fois d'amis avec qui on discutait, parce que j'ai eu plein de retours d'amis qui m'ont énormément aidé, et aussi Mhm. dans notre Des cas avec professionnels. différents thérapeutes. Et maintenant, c'est une lune de miel avec Balthazar ou c'est pas si simple et Non, que. c'est pas si simple parce que ça reste un enfant qui est effectivement dans l'hypersensibilité, etc. Mais ça n'a rien à voir. Mais moi, je suis vraiment heureuse. Je vois que et c'est fou. Et tu sais quoi? Ce qui est complètement fou, c'est que tout ça, ça a non seulement facilité les relations avec nous et tout, mais lui, il a pris 10 centimètres Il a en. grandi. Ah non, Ah il a oui, grandi physiquement dans ses incroyable. apprentissages. Non, mais c'est incroyable. Dans ses apprentissages, dans le dessin, dans les lettres et tout. Enfin, tu vois, il est mieux. Et c'est incroyable aussi parce que c'était pendant les vacances, je crois. C'était pendant les vacances de la Toussaint. Et donc, on est revenu à la rentrée. Donc, il s'était passé toute cette thérapie sur le MDR. Et j'ai 2 personnes, donc une de mes copines qui connaît très bien Balthazar et la maîtresse de Balthazar, qui m'ont dit mais oh, c'est fou ce qu'il a grandi pendant les vacances, il est tellement plus apaisé et tellement plus ouvert aux autres. Mmh. Magique. Magique, Ouais, tu vois? ouais. Ça, ça vaut toutes les doutes, les réunions, les consultations, Bah les. ouais, parce que tu Ouais. tâtonnes et puis tu vois les gens, quand tu es dans cette démarche d'essayer de chercher et tout, tu tâtonnes, tu vois à droite à gauche, tu peux avoir des retours de gens qui disent: «Non mais ça» enfin tu vois, qui te regardent en disant: «Ça C va», c'est ça. Ce que j'allais dire, c'est que c'est compliqué aussi parce que les enfants difficiles, il y a ce regard des autres qui nous jugent et qui ah le ouais, ouais. jugent, alors que nous, parents, on est plutôt, enfin,
On a juste Très envie qu'on nous sensible aide. à Ouais. voilà, on a juste envie que ça évolue et en même temps, on se rend compte que c'est compliqué et ce jugement-là, il est lourd à porter. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Les Donc quand les personnes, les mêmes enfin d'autres personnes, au contraire, remarquent le changement et voient le petit garçon, en devenir qu'il est, c'est magnifique. Ouais, ouais, c'est magnifique. Ouais, non, donc vraiment, vraiment, c'est super. Et tu vois? Et peut-être que c'est pas terminé, peut-être que, Oui, c'est pour ça, lui ou c'est d'autres, que voilà, c'est rien mais n'est on définitif et qu'il faut le savoir aussi et que c'est pas pour autant que c'est dramatique, c'est juste que, c'est la vie qui avance petit à petit. Et je vais te poser une question, au dehors de Balthazar, en règle générale, est-ce qu'il y a des situations qui te font perdre ton calme? je veux juste, mettre l'accent sur quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, je veux dire à tous les parents qu'en fait, là, tu vois, quand je te raconte l'histoire et que je te dis: «Bah, en fait, on a, excuse-moi, je vais employer un mot qui est pas un beau mot, mais on a un peu merdé dans les premières années de Balthazar puisqu'on n'était pas, alignés comme il le fallait. En tout cas, on n'avait pas forcément le bon comportement vis-à-vis de lui». Tu vois? Les auditeurs, ils peuvent, se dire, «Bah, oui, bah, du coup, bah, OK, elle s'est peut-être enlevé la culpabilité, de ce qui s'est passé au moment où Balthazar est tombé du lit». Mais tu vois, tu pourrais te dire: «Je pourrais me sentir coupable de pas avoir été une bonne mère au début», tu vois? De pas avoir fait les choses qui a fait que et ben, en fait, c'est tout le contraire. Tu vois? Aujourd'hui, moi, telle que je suis aujourd'hui devant toi, et Mmh. ben, j'ai beaucoup de bienveillance et d'amour pour, les parents qu'on a été, qu'on tâtonnait avec, parce qu'ils pouvaient pas faire autrement, et je suis extrêmement heureuse et fière, d'avoir pas lâché, sur cette thématique-là, et d'avoir, tu vois, essayé plein de choses et arrivé du coup à la situation dans laquelle on est. Mmh. Tu vois? Et tout ça pour dire qu'en fait, je pense que c'est la première des choses à faire, c'est vraiment d'être dans une bienveillance et pas dans une recherche, tu vois? En fait, Pas dans le le plus jugement. voilà, le plus on va se flageller, le le moins ça va être bénéfique pour les enfants, en fait. Mmh. Je pense. Je pense que et donc, le lien avec la question que tu viens de me poser, c'est oui, il y a encore des situations, enfin, il y a plein de situations tous les jours, qui me font sortir de mes gonds. Celles qui sont particulièrement compliquées à gérer, il y en a 2 enfin, pour moi qui vont faire résonner des choses en moi qui sont pas encore calmées et qui font que ma réaction est peut-être parfois disproportionnée. C'est un, Mmh. les disputes entre frères, parce Oui, que tu les as fameuses. envie, voilà, ça c'est je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, et c'est vraiment dur quand tu vois, parce qu'à la fois, c'est vraiment dur parce que quand tu les vois s'entendre bien, c'est tellement beau, quoi. Vraiment, c'est les meilleurs, moments, moi, je trouve, d'une vie, de voir tes enfants, rire aux éclats ensemble, jouer. Oui et puis je pense qu'on a cette image d'Épinal, de la fratrie idyllique de, «J'en fais un, mais je vais en faire un deuxième parce que comme ça il sera pas tout seul, il aura un copain» et Ouais, cetera tout à fait. et cette image, elle nous quitte pas et dès qu'elle correspond plus à la réalité, on est déçu. Ouais. Alors que je crois, de ce que j'ai compris moi avec mes enfants, c'est qu'il faut accepter que certains enfants, même s'ils sont frères, ne s'entendent pas forcément, ne soient pas amis, a au-delà du problème, d'avoir son lot d'amour et d'être jaloux de l'autre, qui est encore aussi, à mon avis, un autre sujet un peu incontournable. Quels ont été tes pires échecs? Alors c'est peut-être un mot fort, hein, et tes plus grandes victoires avec, les enfants? Bah, donc, tout ce dont on a parlé avec Balthazar, c'est quand même, encore une fois, une victoire, alors après, ça aurait une victoire vraiment parce que je suis contente, de pas avoir lâché et de me dire que je l'accompagne, je pense, voilà. Et les échecs, c'est, assez régulier, en fait. C'est toutes les fois, justement, ce dont on parlait tout à l'heure, toutes les fois où, des situations arrivent et j'arrive pas à exercer l'autorité de manière, calme, apaisée et avec, justement les outils de communication bienveillante, et ça arrive régulièrement. Je vais avoir des comportements disproportionnés, parfois peut-être par des paroles blessantes, et ça, moi, je veux le dire quand même, c'est important, juste de dire. Donc c'est vraiment c'est terrible, et j'essaye de progresser évidemment, et je progresse pour le faire de moins en moins. Mais ce que je veux dire, c'est que on peut aussi, en tant que parent, si on a fait ça, si on s'est comporté d'une manière qui nous semble pas, cohérente, bienveillante, en tout cas c'est pas ça qu'on veut faire, on peut aussi, une fois qu'on l'a fait, aller voir l'enfant et lui exprimer ça. Donc il faut bien faire le distinguo et leur exprimer: «Attention, le comportement que tu as eu, non, ça, ce n'est pas acceptable et je ne suis pas d'accord pour que tu le fasses». Bien sûr. Mais pour autant dire: «Et pour autant, je veux m'excuser de la manière dont je t'ai parlé, La parce que c'est pas la surréaction. manière Mmh. que je souhaite parler, Mmh. et en fait, si ça a été ça, c'est parce que ça a réveillé en moi quelque chose qui ne t'appartient pas, donc voilà». Et je pense que c'est vraiment un cadeau à leur faire,
de montrer que, effectivement, on est faillible, de montrer que quand il se passe ça, c'est pas eux, mais c'est nous. Donc, tu vois, en fait, ça apprend plein de choses. Ça apprend l'échec et l'apprentissage de toujours essayer de faire mieux. Et ça apprend aussi comment se connecter avec ses émotions, faire le distinguo entre les émotions des autres et les nôtres. En effet, quand on déborde et qu'on s'énerve et qu'on crie, c'est souvent parce que ça fait appel à des émotions en nous, ou que ça suscite, des réactions trop importantes, du comportement de l'enfant. Après, je sais aussi, enfin, on le sait tous, c'est que le quotidien d'une maman, qui, a 2 heures de transport, qui, peut-être s'entend pas bien ou est près d'être licenciée, qui, a des soucis avec, ses parents, enfin, la vie aussi est quand même, compliquée et difficile et c'est être aligné et se maîtriser, garder son calme, c'est quand même très compliqué tous les jours. Ah, mais tout à fait. Mais en fait, effectivement, je ne parle que des émotions qui vont, mais tu as raison, en fait, c'est ça. Mais tu peux le dire ça aussi à l'enfant. En fait, l'enjeu, c'est pas, c'est de lui, en fait, l'enjeu, c'est exprimer à l'enfant que nous avions raison de le reprendre sur le comportement parce que son comportement n'est pas acceptable. En revanche, que si on l'a fait d'une manière disproportionnée, c'est que ça nous appartient. Donc, soit c'est parce que ça a réveillé une blessure, soit c'est parce qu'en fait, la journée a été difficile et qu'on est fatigué et qu'on n'en peut plus. Et voilà. Mais juste lui montrer que ça, cette partie-là de violence, ça lui appartient pas. Voilà. C'est vraiment. Donc, mais oui, tu as raison. Bien sûr que c'est compliqué. Et c'est pour ça que vraiment, je pense que le message à faire passer, c'est la bien. En fait, ce n'est qu'à partir du moment où tu as de l'amour, de la bienveillance et du respect pour toi que tu peux l'avoir pour tes enfants, tu vois? Et que tu peux leur montrer cet exemple-là aussi. Ça apprend aussi, je trouve, beaucoup aux enfants, quand on leur montre qu'on est capable de se remettre en cause, d'avouer nos fautes et nos échecs, un travail sur l'ego, voilà, un travail sur l'ego qui est très intéressant même pour plus tard pour eux. En parlant de ça, juste en t'entendant le redire de cette manière-là, ça m'a fait penser, tu sais, au livre qu'on avait lu, qui est génial, qui est Changer d'état d'esprit, là. En fait, de dire que quand tu fais ça, il y a une chercheuse américaine qui a mis en avant le fait qu'on avait 2 types d'état d'esprit et qu'en fait, c'était en fonction de ton état d'esprit que tu pouvais déterminer si tu allais réussir ou pas, d'une certaine manière, en fait. Elle a un peu regardé et en gros, soit tu as un état d'esprit fixe, ça veut dire que tu considères que en gros, tu as des compétences, des traits de caractère qui sont figés une bonne fois pour toutes. Et ou tu peux avoir un état d'esprit de développement qui dit qu'en réalité, tu évolues tout le temps, à chaque moment de ta vie, et que chaque situation sont une manière de s'améliorer. Et en fait, c'est évidemment cet état d'esprit-là qui est plutôt, qui est plus propice à la réussite dans la vie, parce que tu te sens mieux, tu relèves les challenges. Si tu échoues, c'est pas grave, tu recommences, tu vois? Ouais. Alors voici mes 2 dernières questions. Qu'évoque, pour toi le jambon coquillette et quel est ton plat fétiche quand tu n'as pas le temps de cuisiner? Eh bien, jambon coquillette, ça m'évoque mon plat fétiche quand je n'ai pas le temps de cuisiner. Merci beaucoup et merci d'avoir été aussi cash, transparente, honnête, hein, et voilà, une vraie parole, qui fait du bien à entendre et puis un gros bisou, aux 2 enfants. Ouais, gros bisous à toi et à tes enfants alors. Merci pour cette opportunité de discuter. Si vous avez aimé ce podcast, accordez-lui 2 petites minutes pour lui attribuer quelques étoiles et rédiger un commentaire avant de le partager avec votre entourage. À bientôt!